esprit philosophique qui n'est autre chose que la raison fortifiée par la réflexion et par l'expérience, et dont le nom seul aurait été nouveau pour les anciens, est excellent pour composer des livres qui enseignent à ne point faire de faute en écrivant. Il est excellent pour mettre en évidence celle qu'aura faite un auteur, mais il apprend mal à juger d'un poème en général. Les beautés qui en font le plus grand mérite se sentent mieux qu'elles ne se connaissent par la règle et par le compas. Quintilien n'avait pas calculé les bévues ni discuté en détail les fautes réelles et les fautes relatives des écrivains dont il a porté un jugement adopté par les siècles et par les nations. C'est par l'impression qu'ils font sur le lecteur que ce grand homme les définit, et le public en a toujours jugé par la même voie a toujours été de son avis. Enfin, dans les choses qui sont du ressort du sentiment, comme le mérite d'un poème, l'émotion de tous les hommes qui l'ont lu et qui le lisent, et leur vénération pour l'ouvrage, sont ce qu'est une démonstration en géométrie. Or, c'est sur la foi de cette démonstration que les peuples se sont entêtés de Virgile et de quelque autre poète. Ainsi, les hommes ne changeront point d'opinion sur ce point-là, que les ressorts de la machine humaine ne soient changés. Les poèmes de nos auteurs ne leur paraîtront des ouvrages d'un mérite médiocre que lorsque les organes de cette machine seront assez altérés pour faire trouver le sucre amer et le jus d'absinthe doux. Ces hommes répondront aux critiques sans entrer en discussion de leurs remarques, qu'ils reconnaissent déjà des fautes dans les poèmes qu'ils admirent et qui ne changeront pas de sentiment parce qu'ils y verront quelques fautes de plus. Ils répondront que les compatriotes de ces grands poètes devaient connaître dans leurs ouvrages bien des fautes que nous ne sommes plus capables aujourd'hui de remarquer. Ces ouvrages étaient écrits en langue vulgaire et ces compatriotes savaient une infinité de choses dont la mémoire s'est perdue et qui devaient donner lieu à plusieurs critiques bien fondées. Cependant, ils ont admiré ces écrivains illustres autant que nous les admirons. Que nos critiques se bornent donc à écrire contre ceux des commentateurs qui voudraient ériger en beauté ces fautes, dont il est toujours un grand nombre dans les meilleurs ouvrages. Les anciens ne doivent pas être plus responsables des puérilités de ces commentateurs qu'une belle femme doit être responsable des extravagances que la passion ferait face à des adorateurs qu'elle ne connaîtrait pas. Le public est en possession de laisser discuter aux savants les raisonnements qui concluent contre son expérience et de s'en tenir à ce qu'il sait certainement par voie de sentiment. Son propre sentiment, confirmé par celui des autres âges, le persuade suffisamment que tous ces raisonnements doivent être faux, et il demeure tranquillement dans sa persuasion, en attendant que quelqu'un se donne la peine d'en faire voir l'erreur méthodiquement. Un médecin, homme d'esprit et grand dialecticien, fait un livre pour établir que dans notre pays et sous notre climat, les légumes et les poissons sont un aliment aussi sain que la chair des animaux. Il pose méthodiquement ses principes. Ces raisonnements sont bien tournés et ils paraissent concluants. Cependant, il ne persuade personne. Ses contemporains, sans se mettre en peine de démêler la source de son erreur, le condamnent sur leur propre expérience qui leur apprend sensiblement que dans notre pays, la chair des animaux est une nourriture plus aisée et plus saine que les poissons et les légumes. Les hommes savent bien qu'il est plus facile d'éblouir l'esprit que d'en imposer à leurs sentiments. Défendre un sentiment établi, c'est faire un livre dont le sujet n'excite guère la curiosité des contemporains. Si l'auteur écrit mal, personne n'en parle. S'il écrit bien, on dit qu'il a exposé assez sensément ce qu'on savait déjà. Attaquer le sentiment établi, c'est se faire d'abord un auteur distingué. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui que les gens de lettres ont tâché de s'acquérir en contredisant les opinions reçues, la réputation d'hommes qui avaient des vues supérieures et qui étaient nés pour donner le ton à leur siècle et non pour le recevoir de lui. Ainsi, toutes les opinions établies dans la littérature ont déjà été attaquées plusieurs fois. Il n'y a point d'auteur célèbre que quelques critiques n'aient entrepris de dégrader. Et nous avons vu même soutenir que Virgile n'avait point fait l'Énéide et que Tacite n'avait point écrit l'histoire et les annales qui sont sous son nom. Tout ce qu'on peut dire contre la réputation des bons ouvrages de l'Antiquité a été écrit, ou du moins il a été dit. Mais ils demeurent toujours entre les mains des hommes. Ils ne sont pas plus exposés à être dégradés qu'à périr, comme une partie a péri dans la dévastation des barbares. L'impression
en a trop multiplié les exemplaires, et quand l'Europe serait bouleversée au point qu'il n'y en resta plus, les bibliothèques qui sont dans les colonies des Européens établis en Amérique et dans le fond de l'Asie conserveraient à la postérité ces monuments précieux. Je reviens aux critiques. Quand nous remarquons des défauts dans un livre reconnu généralement pour un livre excellent, il ne faut donc pas penser que nous soyons les premiers dont les yeux aient été ouverts. Peut-être les idées qui nous viennent alors sont-elles déjà venues à bien d'autres, et qui, dans un premier mouvement, auraient voulu pouvoir les publier le jour même pour désabusé incessamment le monde de ces vieilles erreurs. Un peu de réflexion leur a fait différer d'attaquer encore si tôt le sentiment général, qui leur paraissait une pure prévention, et un peu de méditation leur a fait comprendre qu'ils ne s'étaient crus plus clairvoyants que les autres que parce qu'ils n'étaient pas encore assez éclairés. Ils ont conçu que le monde avait raison de penser comme il pensait depuis plusieurs siècles, que si la réputation des anciens pouvait être affaiblie, il y avait déjà longtemps que la fumée du flambeau du temps l'aurait, pour ainsi dire, obscurci en un mot, que leur zèle était un zèle inconsidéré. Un jeune homme qui entre dans un emploi considérable débute par blâmer l'administration de son prédécesseur. Il ne saurait comprendre que les gens sages l'aient loué, et il se promet d'empêcher le mal et de procurer le bien mieux que lui. Les mauvais succès de ses tentatives pour réformer les abus et pour établir l'ordre qu'il avait imaginé dans son cabinet, les lumières que donne l'expérience et qu'elle seule peut donner lui font bientôt connaître que son prédécesseur s'était bien conduit et que le monde avait raison de le louer. De même, nos premières méditations nous révoltent quelquefois contre les opinions que nous trouvons établies dans la République des lettres, mais des réflexions plus sensées sur la manière dont ces opinions se sont établies, des lumières plus étendues et plus distinctes sur ce que les hommes sont capables de faire, notre expérience enfin nous ramène nous-mêmes à ces opinions. Un peintre français de 20 ans qui arrive à Rome pour étudier ne voit pas d'abord dans les ouvrages de Raphaël un mérite digne de leur réputation. Il est quelquefois assez léger pour dire son sentiment, mais un an après, lorsqu'un peu de réflexion l'a ramené lui-même à l'opinion générale, il est bien fâché de l'avoir dit. C'est parce qu'on n'est pas assez éclairé qu'on s'écarte quelquefois de l'opinion commune, dans les choses dont le mérite peut être connu par tous les hommes. Rien n'est pire que ceux qui, s'étant élevés un tout petit peu au-delà de la première instruction, se parent d'une fausse opinion de leur connaissance. De l'idée que ceux qui n'entendent point les écrits des anciens dans les originaux s'en doivent former. Quant à ceux qui n'entendent point les langues dans lesquelles les poètes, les orateurs et même les historiens de l'Antiquité ont écrit, ils sont incapables de juger par eux-mêmes de leur excellence, et s'ils veulent avoir une juste idée du mérite de ces ouvrages, il faut qu'ils apprennent sur le rapport des personnes qui entendent ces langues et qui les ont entendues. Les hommes ne sauraient bien juger d'un objet dès qu'ils n'en seraient jugés par le rapport du sens destiné pour le connaître. Nous ne saurions bien juger de la saveur d'un liquide, d'une liqueur, qu'après l'avoir goûté, ni de l'excellence d'un air de violon qu'après l'avoir entendu. Or le poème, dont nous n'entendons point la langue, ne saurait nous être connu par le rapport du sens destiné pour en juger. Nous ne saurions discerner son mérite par la voie du sentiment. Qui est ce sixième sens dont nous avons parlé? C'est à lui qu'il appartient de connaître si l'objet qu'on nous présente est un objet touchant et capable de nous attacher, comme il appartient à l'oreille de juger si les sons plaisent et au palais si la saveur est agréable. Tous les discours des critiques ne mettent pas mieux celui qui n'entend pas le latin au fait du mérite des odes d'Horace, que le rapport des qualités d'une liqueur dont nous n'aurions jamais goûté nous mettrait au fait de la saveur de cette liqueur. Rien ne saurait suppléer le rapport du sens destiné à juger de la chose dont il s'agit et les idées que nous pouvons nous en former sur les discours et sur les raisonnements des autres ressemblent aux idées qu'un aveugle-né peut être formé des couleurs. Ce sont les idées que l'homme qui n'aurait jamais été malade peut s'être fait de la fièvre ou de la colique. Or, comme celui qui n'a pas entendu un air n'est pas reçu à disputer sur son excellence contre ceux qui l'ont entendu, comme celui qui n'a jamais eu la fièvre n'est point admis à contester sur l'impression que fait cette maladie avec ceux qui ont eu la fièvre. De même, celui qui ne sait pas la langue dans laquelle un poète a écrit ne doit pas être reçu à disputer contre ceux qui entendent ce poète concernant son mérite et l'impression qu'il fait. Disputer du mérite d'un poète,
et de sa supériorité sur les autres poètes, n'est-ce pas disputer de l'impression diverse que leurs poésies font sur les lecteurs et de l'émotion qu'elles causent? N'est-ce pas disputer de la vérité, d'un fait naturel, question sur laquelle les hommes croiront toujours plusieurs témoins oculaires uniformes dans leur rapport préférablement à tous ceux qui voudront en contester la possibilité par des raisonnements métaphysiques? Dès que ceux qui n'entendent pas la langue dont un poète s'est servi ne sont point capables de porter par eux-mêmes un jugement sur son mérite et sur la classe dont il est, n'est-il pas plus raisonnable qu'ils adoptent le sentiment de ceux qui l'ont entendu et de ceux qui l'entendent encore que d'épouser le sentiment de 2 ou 3 critiques qui assurent que le poème ne fait pas sur eux l'impression que tous les autres hommes disent qu'ils sentent en le lisant? Je ne mets pas ici en ligne de compte que le sentiment des critiques, car on doit compter pour rien les analyses et les discussions en une matière qui ne doit pas être décidée par voie de raisonnement. Or ces critiques, qui disent que les poèmes des anciens ne font pas sur eux l'impression qu'ils font sur le reste des hommes, sont 1 contre 100 000. Écouterait-on un sophiste qui voudrait prouver que ceux qui sentent du plaisir à boire du vin ont le goût corrompu, et qui fortifierait ses raisonnements par l'exemple de 5 ou 6 personnes qui ont le vin en horreur? Ceux qui sont capables d'entendre les anciens et qui en sont dégoûtés sont en aussi petit nombre par rapport à ceux qui en sont épris que les hommes qui ont une aversion naturelle pour le vin sont en petit nombre par rapport aux autres. Il ne faut pas se laisser éblouir au discours artificieux des contenteurs des anciens qui veulent associer à leur dégoût les savants qui ont remarqué des fautes dans les plus beaux ouvrages de l'Antiquité. Ces messieurs habiles, dans l'art de falsifier la vérité sans mentir, veulent nous faire croire que ces savants sont de leur parti. Ils ont raison à un sens de le faire dans les questions qui gisent en fait, comme est celle de savoir si la lecture d'un certain poème intéresse beaucoup ou si elle n'intéresse pas. Le monde juge comme les tribunaux ont coutume de juger, c'est-à-dire qu'ils prononcent toujours en faveur de 100 témoins qui déposent avoir vu le fait au mépris de tous les raisonnements d'un petit nombre de personnes qui disent qu'elles ne l'ont point vu et qui le soutiennent même impossible. Les contenteurs des anciens ne sont en droit de réclamer comme des gens de leur secte que ceux des critiques qui ont avancé que les anciens ne devaient qu'à de vieilles erreurs et à des préjugés grossiers une réputation dont leurs fautes les rendent indignes. On ferait en 2 lignes le catalogue de ces critiques et des volumes entiers suffirait à peine pour faire le catalogue des critiques du goût opposé. En vérité, pour braver un consentement si général, pour donner le démenti à tant de siècles passés, et même aux nôtres, il faut croire que le monde ne fait que sortir de l'enfance, et que nous sommes la première génération d'hommes raisonnables que la terre ait encore portée. Mais dira-t-on, des traductions faites par des écrivains savants et habiles, ne mettent-elles point, par exemple, ceux qui n'entendent pas le latin, en état de juger par eux-mêmes, en état de juger par voie de sentiment de l'Énéide de Virgile? Je tombe d'accord que l'Énéide de Virgile en français tombe pour ainsi dire sous le même sens qui aurait jugé du poème original, mais l'Énéide en français n'est plus le même poème que l'Énéide en latin. Une grande partie du mérite d'un poème grec ou latin consiste dans le rythme et dans l'harmonie des vers, et ces beautés très sensibles dans les originaux ne sauraient être, pour ainsi dire, transplantées dans une traduction française. Virgile lui-même ne pourrait pas les y transplanter, d'autant que notre langue n'est pas susceptible de ces beautés autant que la langue latine, comme nous l'avons exposé dans la première partie de cet ouvrage. En second lieu, la poésie du style, dont nous avons encore parlé fort au long dans cette première partie, et qui décide presque entièrement du succès d'un poème, est si défigurée dans la meilleure traduction qu'elle n'y est presque plus reconnaissable. Il est toujours difficile de traduire avec pureté comme avec fidélité un auteur, même celui qui ne fait que raconter des faits et dont le style est le plus simple principalement quand cet écrivain a composé dans une langue plus favorable pour les expressions fortes et précises que la langue dans laquelle on entreprend de le traduire. Il est donc très difficile de traduire en français tous les écrivains qui ont composé en grec et en latin. Qu'on juge donc s'il est possible de traduire le style figuré des poètes qui ont écrit en grec ou en latin sans énerver la vigueur de leur style.
et sans le dépouiller de ses plus grands agréments, où le traducteur se donne la liberté de changer les figures et d'en substituer d'autres qui sont en usage dans sa langue à la place de celles dont son auteur s'est servi, ou bien il traduit mot à mot ces figures et il conserve dans sa copie les mêmes images qu'elle présente dans l'original. Si le traducteur change les figures, ce n'est plus l'auteur original, c'est le traducteur qui nous parle. Voilà un grand déchet, quand même, ce qui n'arrive guère. Le traducteur aurait autant d'esprit et de génie que l'auteur qui traduit. On exprime toujours mieux son idée qu'on exprime l'idée d'autrui. D'ailleurs, il est très rare que les figures qu'on regarde comme relatives en deux langues y puissent avoir précisément la même valeur. Il peut encore arriver qu'elles n'aient pas la même noblesse quand elles auraient la même valeur. Par exemple, pour dire une chose impossible aux efforts humains, les latins disaient arracher la massue à Hercule, et nous disons en français prendre la lune avec les dents. La figure latine simple et noble est-elle bien rendue par la figure française ?